Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts consacrée à la question de la gestion de crise en partenariat avec Rennes School of Business. Dans cet épisode, nous allons parler de la notion de boycott avec Laurence Faure-Rioche, professeure de marketing à Rennes School of Business et spécialiste des questions de marketing responsable. Alors Laurence, bonjour tout d'abord. Est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être plus amplement à nos auditeurs ? Alors je m'appelle donc Laurence Faure-Rioche, je suis professeure associée au département marketing de Rennes School of Business. Je m'attache particulièrement aux questions de marketing responsable, même si ça peut sonner comme un oxymore. Il y a des réflexions possibles autour de ces notions. Et je suis également directrice d'un nouveau programme qui est une filière environnement et transition qui va ouvrir en septembre prochain au sein de notre programme Grande École première année. Et ben voilà, c'est très clair. Alors donc on va attaquer le vif du sujet, ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est donc le boycott. Simplement, est-ce que vous pouvez rappeler la définition du boycott et peut-être proposer une petite rétrospective historique de ce concept ? Alors le boycott, c'est en fait un mot qui vient d'un nom commun, boycott. On peut aussi utiliser en langage un peu plus soutenu le terme de boycottage que l'on va entendre parfois. Boycotter, c'est cesser volontairement toute relation avec un pays, avec quelqu'un, avec une entreprise, dans le but d'exercer sur eux une pression ou des représailles. C'est aussi potentiellement refuser d'acheter des produits ou des services, de participer à une élection, un événement, etc. Alors, ce qui est pour moi particulièrement intéressant dans cette notion de boycott, c'est justement l'idée d'action volontaire, la volonté d'agir et non plus de subir en reprenant en main une forme de pouvoir. Par le boycott, on va réaffirmer le fait que l'union fait la force et puis surtout, on va être dans un registre normalement pacifiste. Alors, l'histoire du boycott, elle est très très longue et je vais vous en donner quelques extraits et quelques repères historiques. J'évoquais le fait que boycott vient d'un nom commun. Il y a bien eu un monsieur boycott, en fait, à l'origine du mot et du concept. Et c'était le capitaine Charles Cunningham Boycott, qui était un propriétaire terrien irlandais de la fin du 19e siècle. Et ce propriétaire terrien ne traitait pas très bien ses fermiers. Un jour, ils ont donc décidé de se lier pour faire bloc contre ce monsieur boycott et de le frapper d'ostracisme en le mettant littéralement en quarantaine, lui et sa famille, en rompant tous ses liens sociaux, en l'empêchant de recruter des ouvriers pour ses récoltes. Même le facteur du village s'y est mis à refuser de lui livrer son courrier. Ce qui fait que ce boycott a été poussé à la faillite. Et l'anecdote s'est répandue dans les journaux de l'époque. Et le terme est devenu en fait associé à cette idée de réaction et de mise à l'écart lorsqu'on s'oppose à quelque chose que l'on n'apprécie pas. Alors effectivement, cette anecdote est assez insolite, méconnue, je ne sais pas, en tout cas à titre personnel, je ne la connaissais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il y a des exemples bien plus anciens dans l'histoire de boycott. Alors effectivement, le boycott, on peut le rattacher à des actions bien plus anciennes. L'un des plus anciens exemples de boycott apparaît déjà dans la Lysistrata d'Aristophane. C'est une comédie grecque qui a été écrite en 411 avant Jésus-Christ. Sur fond de guerre et de domination masculine, l'héroïne éponyme du roman, de la comédie, Lysistrata va persuader les femmes d'Athènes de se refuser à leur mari pour contraindre les hommes de mettre fin aux hostilités contre Sparte. Un petit peu plus proche de nous, dès la fin du XVIIIe siècle, des anti-esclavagistes demandaient à leurs concitoyens de ne plus acheter de produits en provenance des Antilles, qui était l'Inde occidentale à l'époque. Il y a eu aussi le boycott de produits anglais lors de la Révolution américaine pour l'indépendance, notamment le fameux boycott du thé, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. Et puis, celui qui a vraiment rendu le boycott célèbre, c'est Gandhi, qui a souvent utilisé le boycott, notamment en opposition aux impôts britanniques en 1930, et qui en a fait le symbole en fait, de l'arme des faibles. Alors, de fait, justement, on associe beaucoup la notion de boycott aux pays anglo-saxons. Est-ce que c'est à raison ou à tort, finalement ? Alors, à raison, oui, parce que historiquement, c'est vrai que le boycott est un outil de protestation très ancré dans l'histoire anglo-saxonne, comme on vient de le voir, même à son origine.
La France elle-même a été victime de boycott de ses produits par certains pays anglo-saxons, aux États-Unis notamment suite à la décision de ne pas s'engager dans la guerre d'Irak en 2003. Ou encore en 1995, en réaction aux essais nucléaires de la France en Polynésie, la France a été boycottée par l'Australie. Dernièrement encore, on a subi des actions de certains pays du Moyen-Orient, mais nous verrons que la France est également un pays où aujourd'hui le boycott se développe, tout comme dans différents pays du monde. C'est-à-dire qu'on est sorti aujourd'hui du simple registre anglo-saxon du boycott. C'est vraiment une notion qui a pris toute sa part dans le monde. Oui, effectivement, on va voir des exemples un peu plus récents et puis surtout comment ce boycott maintenant s'est implanté dans nos sociétés contemporaines, notamment occidentales. On peut peut-être revenir sur un autre exemple un peu plus historique et là, pour le coup, on pourrait faire un podcast à part entière sur ce sujet. C'est la question du boycott à la lumière, ou en tout cas à l'aune des Jeux Olympiques. Alors, oui, les Jeux Olympiques, c'est un très bon exemple récurrent d'appel au boycott, parce que de par leur visibilité mondiale, les Jeux Olympiques ont toujours fourni un excellent terreau pour des actions de boycott entre nations. Alors, vous avez certainement entendu parler du célèbre appel à boycott des Jeux Olympiques de 1936 en Allemagne par certains pays, alors que le régime nazi était déjà arrivé au pouvoir. Mais en 1958, ces mêmes Jeux Olympiques ont été de nouveau boycottés, ou en tout cas, il y a eu un appel à boycott par plusieurs pays pour différentes raisons. Là, il y avait la crise de Suez ou l'invasion de la Hongrie par l'Union soviétique. Et puis, un petit peu plus proche de nous, en 1980, c'est le président Jimmy Carter qui décide de boycotter les Jeux qui ont lieu à Moscou afin de protester contre l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Alors, ce qui est intéressant en 1980, c'est que les États-Unis vont même aller jusqu'à organiser un événement parallèle qui s'appelle le Liberty Bell Classic pour les nations qui ne se sont pas rendues à Moscou. Et puis, alors il y a quelques jours encore, France Info titrait « Faut-il boycotter les Jeux de Pékin en 2022 au nom des droits de l'homme ?» Donc on voit que de par sa visibilité, de par leur visibilité, les Jeux Olympiques ont vraiment, je dirais, ce terrain favorable à lancer des appels au boycott visibles et efficaces. Oui, on veut penser aussi effectivement à la Coupe du Monde au Qatar, qui est effectivement dans le même registre, déchaîne exactement les passions de la même manière. Alors finalement, est-ce que le boycott n'est pas l'arme des faibles quelque part ? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que Gandhi a contribué fortement à cette image et à identifier le boycott à cette idée d'arme des faibles, à en faire un symbole de lutte pacifiste. Contrairement au blocus ou à l'embargo qui sont liés à des décisions étatiques, voire militaires, le boycott est très lié à une action d'acte citoyen, un acte de non-coopération avec ce qui est perçu comme une injustice ou des actions non éthiques. Alors, il y a quelques décennies encore, le boycott pouvait rassembler autour d'événements très visibles, comme les Jeux Olympiques, mais il restait compliqué de coordonner en fait les forces et les actions pour faire grandir les rangs et faire un boycott détonnant. Mais bien évidemment, la donne a changé avec Internet et les réseaux sociaux. Le développement d'Internet et des réseaux sociaux a bien sûr facilité les actions de boycott, puisque toute la force de ces mouvements tient au fait de rassembler autour d'une cause, selon l'adage bien connu de l'union fait la force. Vous avez par exemple aujourd'hui une plateforme comme iboycott.org, une plateforme française, qui va offrir aux citoyens un outil qui va leur permettre d'agir concrètement contre les grands acteurs économiques à l'origine de scandales éthiques. Et évidemment, de par sa visibilité, de par cette idée de visibilité digitale, Internet, réseaux sociaux, etc., aider bien sûr à rassembler les opposants et les personnes qui se posent en faveur du boycott de telle ou telle marque. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce débat assez contemporain vis-à-vis du boycott, c'est cette dichotomie qu'on peut avoir entre consommateurs et citoyens, puisqu'effectivement, voilà, on a pu entendre certaines critiques à l'égard du boycott de produits, puisque finalement, il donne davantage de pouvoir aux consommateurs, à la consommation, et donc, quelque part, toujours très un certain consumérisme. Comment se positionner vis-à-vis de ce débat contemporain, justement, entre citoyens d'une part et consommateurs d'autre part ? Alors, c'est effectivement un débat intéressant,
intéressant. Mais ce qui est surtout important, à mon avis, c'est justement cette idée que la consommation devient aujourd'hui un pouvoir et possiblement un acte militant. C'est un peu comme un bulletin de vote. Et c'est intéressant dans ces réflexions que l'on a aujourd'hui autour de l'idée de consommation, par exemple, où on a vraiment cette idée de pouvoir agir au travers de ces choix de consommation. Alors, consommation, effectivement, consumérisme, etc. Mais bon, je crois qu'on est toutes et tous pareils. Il faut manger, il faut avoir des loisirs. Et c'est vraiment un élément nouveau aujourd'hui que d'intégrer cette idée de consommation comme acte militant possible. Oui, et alors il y a une autre aussi notion très intéressante qui a émergé. Donc on connaissait bien sûr le boycott de longue date. Il existe maintenant la notion de buy-cott, de l'anglais buy, donc to buy, acheter. En quoi ça consiste exactement ? Alors, le buy-cott, avec cette racine anglaise d'acheter, consiste à orienter le choix des consommateurs vers des entreprises ou des marques qui seraient plus justes, plus respectueuses de l'environnement ou des droits des travailleurs, par exemple. Alors, à l'inverse du boycott, le buy-cott suggère un choix positif, puisque le produit ou l'entreprise concernée est plébiscité pour ses aspects respectueux. Alors moi, je mène en fait des recherches sur différents sujets liés à la consommation alternative, les monnaies locales par exemple, ou les supermarchés coopératifs. Et je me rends compte qu'il peut y avoir des boycotts en fait directs, explicites, mais aussi des formes de boycott plus indirects. Le boycott en fait partie, selon moi, c'est-à-dire le choix de consommation alternative ou le choix non pas d'exclure un produit ou une marque, mais d'aller sciemment en choisir une autre de façon positive pour mettre en avant une démarche éthique, responsable, etc. Construire d'autres modèles, c'est en fait s'opposer au fond à la consommation standard telle qu'on peut la vivre aujourd'hui. Et là, on fait non pas le choix de ne pas acheter des produits ou des marques de grande consommation, mais de boycotter en fait tout un système par des actions citoyennes qui vont donc sortir du consumérisme, en générant d'autres modèles. Donc j'évoquais par exemple ces supermarchés coopératifs, dont vous avez peut-être entendu parler. Un des exemples, c'est la Louve à Paris. On a Brésicop à Rennes. Enfin, vous regarderez si le sujet vous intéresse, qui sont en fait des alternatives aux modèles de distribution tels qu'on peut les connaître aujourd'hui. Alors quand on se penche justement davantage sur cette notion de boycott appliquée au marketing et à la consommation, finalement, est-ce que cet acte de boycott est davantage arrangé dans l'ordre de l'action de coup de poing, de l'immédiateté, voire de l'effet de com', de l'effet symbolique, ou est-ce que de fait sur le temps long, le boycott effectivement a un effet et un impact considérable sur les marques et de manière générale sur les entreprises qui produisent des biens de consommation ? Alors effectivement, cette idée que c'est un outil de l'action coup de poing et de l'immédiat, c'est l'impression que l'on peut en avoir un peu comme un coup d'éclat ponctuel, mais c'est justement l'impact à plus long terme qui est finalement le plus compliqué à gérer pour une marque ou une entreprise. Parce que ce qui est important aussi dans cette idée de boycott, c'est qu'il peut avoir un impact sur l'image de la marque à long terme. Le boycott, dans un premier temps, va souvent avoir un impact sur les ventes de la marque touchée. C'est l'effet immédiat. Mais il ne faut pas négliger les effets à long terme, tels que l'impact sur l'image de marque ou sur l'infidélité à la marque qui peut être temporaire ou définitive. Le temps du boycott, les consommateurs et les consommatrices vont souvent devoir se tourner vers d'autres produits concurrents. De ce fait, ils vont découvrir d'autres offres sur le marché pour répondre à leurs besoins. Et si le conflit avec la marque se résout d'une façon satisfaisante, il va alors y avoir deux options. Soit revenir à la marque d'origine ou rester avec la marque concurrente. Et les actions de boycott, elles vont quand même imprégner les esprits du grand public et des consommateurs. C'est-à-dire, au-delà de la chute des ventes, on a un autre effet sur le long terme. Ce qui est important de comprendre ici, c'est l'idée de positionnement d'une marque. Le positionnement d'une marque, il s'agit en fait non pas seulement de la place que l'entreprise ou la marque que l'entreprise veut lui donner sur un marché, mais c'est avant tout justement la place que cette marque va occuper dans l'esprit des consommateurs. Et ça, c'est très important. C'est ce qui va reposer essentiellement sur des associations spontanées, implicites et explicites que le consommateur va faire autour de cette marque. Par exemple, on vous dit Volvic, vous pensez Volcan, ou Mercedes, vous pensez Allemagne.
Alors, ces associations, elles peuvent bien sûr être positives ou négatives. Et c'est là que les campagnes de boycott ont un impact à plus long terme que la seule baisse des ventes à un instant T, sur une période plus ou moins longue. Les images vont rester. On a toutes et tous vu passer des vidéos de L214, par exemple, qui vont toucher régulièrement des marques connues, principalement dans les secteurs de la viande, et qui restent ancrées dans notre esprit. D'autant plus qu'elles sont régulièrement relayées sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Oui, c'est ça. Donc L214 qui filme des abattoirs, notamment pour montrer les conditions dans lesquelles les animaux sont traités, notamment par l'industrie agroalimentaire. Voilà, exactement. Ouais. Et moi, je pense souvent à cette anecdote en fait d'un petit voisin, ami de mes enfants, qui arrivant chez nous, a dit à ma fille « Ah, toi non plus, tu ne manges plus de Nutella. C'est bien parce que tu sais, ils mettent des singes dedans. » Alors, c'est certainement un raccourci, mais on voit bien que durablement, chez les enfants, les adolescents, etc., l'image de Nutella est bel et bien entachée. Et on le voit aussi d'ailleurs avec la perte ces dernières années d'un certain volume de parts de marché pour cette marque. Une dernière question, enfin, Laurence, d'ordre plus conclusive. On s'adresse a priori à de futurs managers qui auront à charge justement la gestion d'entreprise et de marque. Comment faire finalement pour, cette fois-ci du point de vue de l'entreprise, pour faire face justement à ces sessions de boycott, notamment on parlait de la plateforme iBoycott qui encore aujourd'hui met en avant, si je puis dire, certaines entreprises dont le comportement est peut-être problématique. Alors simplement, est-ce que vous avez des cas d'usage à nous faire part, effectivement, pour nous parler de la manière dont ces entreprises réagissent à ce type de pratique? Alors oui, c'est vrai, j'évoquais tout à l'heure la plateforme iBoycott. Il y a plusieurs dizaines d'actions de boycott que l'on peut retrouver sur la plateforme actuellement. À titre d'exemple, contre une multinationale de boissons à base de cola et son usage abusif du plastique, contre l'usage de l'huile de palme par une célèbre marque de biscuits, contre des parcs d'attractions qui maintiennent certaines espèces en captivité, ou encore contre une célèbre marque de café qui est accusée d'exploiter la main-d'œuvre locale. Alors quand on est concerné, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Alors, la gestion de crise, et notamment la réponse au boycott, a été très étudiée dans la littérature académique et dans la recherche en sciences de gestion. Il y a une typologie, notamment, qui date de 1995, qui est assez connue, qui s'appelle la typologie de Combs. Et la recherche montre que la pire option, c'est le silence. C'est-à-dire que l'entreprise qui ne bouge pas, elle ne va faire qu'alimenter, alors pire encore aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les éléments à son encontre. Alors, partant du fait qu'il faut réagir, l'entreprise va avoir plusieurs possibilités de réaction. Face à une crise comme celle que peut rencontrer une marque boycottée, donc au-delà de la posture du déni qui n'est pas forcément trop recommandée, ou à l'extrême inverse du total mea culpa, il va aussi y avoir des positions intermédiaires, comme le fait d'estimer, par exemple, que l'on n'est pas les seuls à avoir de telles pratiques sur le marché, ou la mise en avant des côtés positifs de l'entreprise, qu'on peut nommer stratégie de minimisation des conséquences ou stratégie de renforcement. Par exemple, nous avons mal géré telle filière d'approvisionnement sur une matière première, mais parallèlement, nous pratiquons le commerce équitable où nous avons réduit nos emballages de 20%. La gestion de crise, c'est un sujet délicat. En voulant répondre, la marque ou l'entreprise peut également et involontairement renforcer la crédibilité de l'attaque portée par le boycott. C'est-à-dire qu'en se défendant, on va légitimer l'attaque. Il va donc s'agir de gérer cela avec beaucoup de délicatesse et puis surtout de mettre en perspective posément toutes les variables qui interviennent. Et les questions vont être multiples. Quelle est bien sûr l'ampleur de la crise? Est-ce que l'on est sur une crise limitée, géographiquement, sur un seul produit? Ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui est extrêmement viral sur les réseaux sociaux? Quel est l'impact sur les ventes, qui peut être le premier point de mesure très concret? Quelles conséquences en termes de volume ou de valeur sur mon marché de cette crise? Et puis surtout, si vous avez bien suivi ce que j'ai expliqué précédemment, quelle est l'ampleur sur mon image? Et ça, malheureusement, on va souvent le mesurer après quelques temps. Alors,
un exemple qui est assez connu dans le domaine de la gestion de crise, c'est l'exemple de Perrier, qui, dans les années 1990, en 1990 d'ailleurs, je crois, a dû faire face à une crise très importante, puisqu'on a retrouvé des traces de benzène dans des produits Perrier, alors que la marque, justement, s'était construite une image de pureté. C'était un de ses axes de positionnement. Alors, Perrier a réagi, à faire tirer toutes ses bouteilles, etc. On en a beaucoup parlé, mais on voit quand même qu'aujourd'hui, au-delà de l'effondrement des ventes en 1990, la marque, elle s'est affaiblie. Cette affaire est restée inscrite dans les esprits des plus anciens et Perrier n'a jamais retrouvé le niveau de ses ventes de 1988. À titre indicatif, on était sur 1 milliard de bouteilles vendues en 88 et 600 000 10 ans plus tard. Donc, il y a vraiment cet effet de bien cerner au-delà de l'impact purement sur les ventes et de l'impact ponctuel, dans quelle mesure les associations à la marque vont être attaquées, la notoriété de la marque. Et puis, bien sûr, alors, il y a différentes voies pour réagir, de faire connaître sa réaction. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant également sur le site iBoycott, c'est que non seulement il y a vous verrez des appels au boycott, mais les entreprises sont interrogées sur ce qu'elles proposent comme solution. Et ça peut être de différents ordres. Une marque comme Petit Navire, qui a été très fortement critiquée pour ses méthodes de pêche, et notamment l'utilisation de ce qu'on appelle le DCP, c'est-à-dire dispositif de concentration de poissons, en 2016, a été vraiment pointé du doigt avec des actions très très fortes, a aujourd'hui signé des accords avec le WWF et s'est engagé. 70% des gammes de thon naturel sont aujourd'hui certifiées. Alors les puristes vous diront que c'est pas parfait, mais voilà la réaction par exemple qu'a adopté Petit Navire. Et vraiment le point important là, c'est de savoir utiliser ces outils de marketing, ces outils d'enquête, ces outils de compréhension des comportements de consommation, etc., pour bien cerner où se situe le problème à long terme et comment la marque est affectée et donc quelles sont les réponses qui peuvent être données en face. Ben voilà, maintenant le boycott et ses ressorts n'ont plus aucun secret pour nos auditeurs. Un grand merci à vous, donc Laurence Faure-Prioche, professeure de marketing à Rennes School of Business, spécialiste des questions de marketing responsable. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode sur Marge en Prépa.